O-News Radio sur outremernews.fr. 7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. En décembre 2024, les prix de la consommation augmentent de 0,2% en un mois et de 1,8% sur un an, 12 mois. Ce 24 janvier, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, a publié les évolutions des prix à la consommation. Les prix de l'alimentaire et de l'énergie sont stables sur un mois. Les prix des produits frais ont diminué de 0,4% sur un mois, soit de 2% sur 12 mois. Les produits manufacturés ont quant à eux augmenté de 0,2% sur le mois de décembre et parmi on retrouve une hausse de 2,1% pour l'habillement et les chaussures. Les prix des services contribuent fortement à l'augmentation des prix à la consommation. Ils connaissent une hausse de 0,3% sur un mois et de 2,2% sur 12 mois, dont 5% pour les transports. Pour l'année 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre fait de son cheval de bataille la lutte contre l'augmentation de la délinquance. Ce vendredi 24 janvier s'est tenue l'audience solennelle de rentrée 2025 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Caroline Calbeau, la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, et Thierry Pitois-Étienne, président du tribunal de Pointe-à-Pitre, ont dressé le bilan de l'année 2024 avec comme objectif une justice plus stable, plus proche des citoyens et la lutte contre la délinquance. Un reportage de Maxime Morel. Ce qu'il faut retenir pour 2024, c'est d'abord un engagement de toute la juridiction pour lutter contre l'augmentation de la délinquance, puisqu'il y a effectivement eu une augmentation globale de la délinquance en 2024, et notamment de tout ce qui est lié armes et stupéfiants. Et ça, c'est une vraie problématique. Il y a eu aussi des problématiques de contentieux routier, avec un nombre de morts sur les routes qui a augmenté. Donc c'est toutes ces évolutions-là que j'ai pu évoquer pour faire le bilan sur 2024. Mais les choses qui ont avancé quand même, et il y en a eu, c'est dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Beaucoup de choses ont été faites, d'abord en interne au tribunal, pour réfléchir autrement, pour mieux accueillir les victimes, pour traiter plus rapidement ces procédures, mais également dans le lien de la juridiction avec les partenaires extérieurs, et je pense notamment à tout le réseau qui est en train d'être structuré avec le département pour mieux prendre en charge aussi les victimes. Quand je suis arrivé, on avait des dossiers de référé qui duraient 1 an. Ça va pas, ça. Si on saisit le jour par voie de référé, c'est qu'il y a vraiment urgence. On ne peut pas traîner. Donc ma première action, ça a été de réduire les délais, ce qu'on a fait, en imposant des calendriers de procédure stricts, mais aussi s'assurer qu'on puisse mettre de l'amiable, c'était votre question, tout en respectant des délais de procédure très courts. D'où cette idée peut-être de mettre le juge en première ligne pour assurer ces conciliations. C'est ce vendredi 24 janvier au matin que le sort de Rodrigue Petitot, figure du mouvement contre la vie chère en Martinique, a été scellé. Au cœur d'un procès démarré ce mardi 21 janvier, le leader du RPRAC risquait jusqu'à 30 mois d'emprisonnement, dont 15 avec sursis, assorti d'une période probatoire de 2 ans et d'un maintien en détention requis par le parquet au 2e jour du procès. Surnommé le R, Rodrigue Petitot était poursuivi pour des faits de violation de domicile, d'outrage et d'actes d'intimidation à la résidence préfectorale le 11 novembre 2024. Le tribunal correctionnel de Fort-de-France l'a finalement condamné à 1 an de prison entièrement assorti du sursis simple et au paiement d'une amende de 500 € pour dommages et intérêts. Placé en détention provisoire depuis le 5 décembre dernier, Rodrigue Petitot a quitté le centre pénitentiaire de Ducos aux environs de 10 heures avant de se rendre au QG de l'association au quartier d'Ilon à Fort-de-France. Il sera placé sous surveillance électronique pour sa peine précédente. Lors de l'audience, Rodrigue Petitot a déclaré « Je ne reconnais pas être auteur de violation de domicile. Je suis arrivé, la barrière était ouverte », fait confirmer par les images de vidéosurveillance.
La direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, l'OPCO Mobilité et la région Guadeloupe s'engagent ensemble pour de nouveaux projets. Ce jeudi 23 janvier, les 3 acteurs ont procédé à la signature d'une convention pour la transition énergétique en Guadeloupe. Des explications dans ce reportage d'Olivier Moradel. Notre objectif, c'est de réussir à fédérer les acteurs. Un pilotage de projet comme celui-là, qui est complexe, un EDEC, c'est une phase de diagnostic partagé, une fois qu'on s'est mis d'accord, de structuration d'un plan d'action, et ensuite le déroulement du plan d'action. Tout ça, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'acteurs. Le pilotage de projets pluripartenaires est toujours assez complexe. Et donc l'objectif de mes collègues qui auront à cette charge sur le temps, sur le court terme et le moyen terme, c'est de réussir à mobiliser les acteurs, faire en sorte qu'ils se projettent sur l'avenir, qu'ils travaillent en collectif. Ça, je sais que mes collègues sauront le faire, mais derrière, c'est encore une fois un travail partenarial. La réussite, elle ne se fait que grâce à l'implication de l'ensemble des acteurs. L'EDEC, il est orienté sur la transition énergétique. Il va nous permettre, dans un premier temps, la première action, d'avoir l'analyse, la prospective des besoins, une situation, en fait, un état des lieux par rapport à la transition énergétique, les métiers et les compétences qui y sont touchées et surtout la nécessité de développement des compétences. Et dans un deuxième temps, donc plutôt en fin d'année, on va passer dans une phase expérimentale d'action, puisque là, on a vraiment besoin d'actions concrètes pour définir en fait avec plusieurs dispositifs expérimentaux, un accompagnement avec de la formation, et nous avons aussi tous les dispositifs avec les demandeurs d'emploi qu'on pourra mener de manière expérimentale. C'est véritablement un enjeu majeur pour identifier la totalité de la chaîne de valeur nécessaire en Guadeloupe pour la transition énergétique dans les métiers de la mobilité. Notre groupe composé de 10 filiales à 280 salariés. Et donc toutes les difficultés que nous avons dans le domaine du recrutement et de la formation forcément nous intéressent, d'autant plus avec la transition énergétique qui est un domaine particulièrement important pour nos métiers et notre avenir. Donc oui, la signature de cette convention et l'étude qui va être menée nous intéressent fortement, et c'est pour cette raison que nous souhaitons être une partie prenante dans le cadre également de notre stratégie responsabilité sociétale des entreprises. Le transport consomme à peu près 70 à 80% de l'énergie. Et puis la plus grande mutation qui va se faire, c'est au niveau du transport. Par conséquent, nous devons faire en sorte que l'ensemble, les gens qui gravitent autour du transport puissent avoir. Mais pour cela, on ne pourra pas faire ça seul. Vous voyez, on doit se tenir compte des organismes de formation. Alors comme nous avons l'APCO qui a cette compétence, on fait venir l'APCO qui va former les formateurs et puis nos jeunes pourront alors être formés. Mais je dis, il faudrait que nous puissions réussir cette transition énergétique. C'est un artiste qui cumule près de 30 ans de carrière avec un style unique musical qui réunit divers styles. Admiralty nous présente son nouvel album Maestro et il nous fait l'honneur d'être là ce soir pour en parler. Bonsoir Admiralty. Bonsoir. Alors demain, on a la chance, certains peut-être spectateurs, téléspectateurs qui nous regardent, également médias, auront la chance de participer à votre release party ce samedi 25 janvier pour votre nouvel album Maestro, dès 19h à la Casarte, à moins de 24 dès 18h. Dès 18h. Ouais. Faut pas vous rappeler être en retard pour cet événement. Ouais. Parce qu'il y aura une première partie aussi, des jeunes qui vont performer, donc c'est important d'être là dès 18h pour pouvoir profiter de tout cela, quoi. Et justement, ça m'amène une question. Pourquoi était-ce important pour vous de permettre à des jeunes talents de s'exprimer sur une scène en première partie de votre événement si unique ? En fait, c'est comme je l'ai toujours fait pour tous mes concerts. Hein. C'est que ce soit à Bercy, que ce soit au Zénith, que ce soit ici, peu importe les salles, c'est important de permettre aux jeunes de profiter en fait du public qui est sur place et voilà, ce sont des jeunes très talentueux, donc voilà, je traite beaucoup de ça aussi dans mon album, la transmission, le partage avec les autres artistes, les jeunes du pays, donc voilà, c'est tout à fait naturel. Très bien. Donc effectivement, ce sont même des thèmes que vous poursuivez tout au long de vos albums, comme c'était le cas également avec Mosaïka. Avec justement à moins de 24 heures de cet événement, comment est-ce que vous vous sentez ? Est-ce qu'il y a une pression particulière pour cette soirée ? Comment est-ce que vous l'abordez ? Moi, je me sens très très bien. On a répété
toute la journée d'hier avec les musiciens. Aujourd'hui, pareil, je sors de répétition, d'ailleurs, là. Donc ça se passe super bien. Moi, c'est en fait, au contraire, j'ai hâte de pouvoir présenter les nouveaux titres de l'album. Et bien évidemment, je vais chanter mes classiques en fait. Hein. De toute façon, voilà, ça va être, parce que je veux que ça soit vraiment une fête, pas spécialement un concert, mais une soirée concert comme je l'expliquais. C'est-à-dire que vraiment c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi la Casa, pour que ce soit vraiment quelque chose de très intimiste. Pas trop de monde et qu'on puisse passer un moment ensemble, qu'après le concert qu'on puisse échanger aussi, qu'on puisse rester en mode soirée, que les DJ puissent passer aussi d'autres titres de l'album mais de manière sur platine. Donc vraiment je veux vraiment faire quelque chose de convivial, donc je pense que ça va être une belle fête. Très bien. Et j'aurais une dernière question justement. Sur cet album, on pourra découvrir différentes collaborations avec notamment Lewis Mello, Shannon, Tony Mix, sans trop en dévoiler. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre justement? Est-ce que c'est un nouvel univers pour vous? Qu'est-ce qui va démarquer peut-être cet album des autres? Non, je pense que déjà il y a mon fils, Lewis Mello, c'est mon fils. C'est un compositeur et c'est vrai que déjà cet album-là pour moi c'est particulier par rapport à cela, d'avoir pu travailler avec mon fils. Il a travaillé sur pas mal de titres. Sur cet album-là, j'ai vraiment voulu remettre parce que mon dernier album date de 2021. Précisément, donc aujourd'hui beaucoup de choses ont évolué, même si j'ai pas arrêté la musique entre temps, mais c'est vrai que dans le monde de la musique aujourd'hui, c'est important pour moi avec cet album là de remettre la musique au centre. C'est pour ça que d'ailleurs cet album là on retrouve beaucoup de musicalité avec des musiciens comme Amen Viana par exemple, que j'ai appelé, qui a joué à Bercy avec moi. C'est Amen Viana, c'est un guitariste togolais qui joue avec Angélique Kidjo, il y a Philippe Sadikale, il y a Andy Anel Class, enfin beaucoup de musiciens aussi additionnels. Mappy, qui est la violin queen, qui habite aux États-Unis. D'ailleurs, pendant que je travaillais sur un morceau avec Mappy, dont mon fils a composé, Mappy, pour dire le niveau de ces musiciens-là, elle me disait, waouh, Miral, j'ai commencé à travailler dessus, mais comme là on m'a appelé pour un truc avec Beyoncé, donc je suis obligé d'arrêter pendant 2 jours, je fais ça et puis après je suis avec toi. Donc tout ça pour dire en fait c'est voilà, j'ai voulu vraiment mettre la musicalité au centre de tout cela, et puis l'humilité, parce que pour moi il n'y a pas de musique sans humilité. Donc tous les gens avec qui j'ai travaillé, c'est vraiment ça, il y a eu vraiment un partage très 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 intéressant. Très bien. C'est une soirée qui promet d'être fort intéressante, fort en émotion sûrement aussi, j'imagine, ouais. Avec donc votre famille autour de vous, mais aussi des personnes qui vous écoutent depuis de nombreuses années, puisque vous êtes un artiste multigénérationnel. Et avant de conclure, justement, comment vous le vivez, d'être écouté aussi bien par les jeunes que par les plus anciens, et d'avoir toujours ce public derrière vous? C'est une fierté. D'ailleurs, je remercie le public. Parce que moi, ma musique, en fait, je pense que la sincérité que je mets dans ma musique, je pense que c'est ce qui plaît. Et puis mon identité musicale aussi, je pense que ça en fait, mon public, depuis le début, j'ai commencé par le reggae dancehall, mais très tôt j'ai compris qu'il fallait que j'ai ma propre identité musicale, et c'est pour ça qu'en fait on peut parler de Mosaïka, qui est un très bel exemple, parce que depuis le début j'ai commencé à travailler sur certains titres au fur et à mesure, et pour arriver justement à l'album Mosaïka qui est sorti en 2019 avec des titres comme Baby Show, etc., que tout le monde connaît. Donc ce travail là pour moi c'est très important, et je pense que ça touche beaucoup les gens, et ça réunit les générations. Parce qu'en fait, dans la musicalité et puis notre culture, tout simplement, arriver à faire une musique qui touche les jeunes, mais en même temps qui touche les moins jeunes, et qui a touché non mamoun aussi. Parce que quand tu as des enfants, des bébés qui écoutent la musique et qui tout de suite, ça ment pas. Tu vois, les enfants ne mentent pas. C'est où yoka senti, mais yoka senti. Donc, je pense que c'est surtout ça. Et puis, bon, tant comme les gens me connaissent depuis que je suis très jeune, les gens savent que je suis quelqu'un de sincère, et voilà quoi. Donc, je pense qu'il y a tout ça. Et puis, j'ai toujours vécu en Guadeloupe. Papa, j'ai parti, hein, toujours été là, même si les gens pensent que je viens parce que je bouge beaucoup, mais je suis toujours resté au pays. Donc j'ai toujours un habité là quoi. Donc je chante le pays, je chante là ma culture, et après je pars à l'étranger pour pouvoir ça. Mais c'est à la base même, c'est ça, je pense que qui plaît aux gens quoi.
Tout à fait. Ouais. Mais je vous remercie infiniment, Admiralty. Donc on vous retrouvera demain soir, ce samedi 25 janvier, dès 18h pour la release party de votre album Maestro à la Casart. Merci infiniment. Ce vendredi 24 janvier a lieu la Journée internationale de l'éducation, une date clé qui, selon l'ONU, défend l'accès à l'éducation comme un droit humain et qui célèbre son rôle crucial au service de la paix et du développement. À l'école élémentaire de Borico aux Abîmes, cette journée a été marquée par la réalisation d'une fresque murale par les élèves et l'artiste Azo. L'objectif, les sensibiliser aux enjeux et défis de l'éducation à travers le monde. Un reportage de Charlie Dagonia. Le centre social de Chazot nous a sollicité pour réaliser une fresque avec nos élèves dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation. Alors, le centre social de Chazot, justement, on travaille avec tout le secteur nord des Abîmes, donc dont l'école de Borico fait partie aussi du secteur nord. Donc c'est la raison pour laquelle que nous avons proposé une petite école de Bourgade et donc nous avons proposé justement ce projet à la directrice dans un premier temps et puis au maire des Abîmes dans un deuxième temps qui a trouvé que cette idée était très novateur. En classe, avant que nous ne fassions cette fresque, nous avons déjà évoqué l'accès à l'éducation des enfants au niveau international. Et justement, mes élèves sont sensibles à cette problématique parce qu'ils sont conscients que dans d'autres pays du monde, certains enfants ne peuvent pas avoir cet accès et qu'ils sont obligés de travailler ou ils ont des conditions de vie qui ne leur permettent pas d'accéder à l'école. Et nous y sommes particulièrement sensibles dans la mesure où il nous arrive aussi en Guadeloupe de ne pas pouvoir accéder à l'éducation parce que les écoles sont fermées pour des raisons diverses et variées. Ça renforce leur conviction par rapport à l'intérêt de l'école. Cet atelier, je l'ai orienté de façon... parce que moi je suis un autodidacte, j'ai jamais fait d'école d'art, etc. Donc l'atelier je l'ai orienté de cette façon-là. Je les ai laissés s'exprimer, créer. On va voir quels moyens on va trouver pour faire des dégradés de couleurs, des choses pour réaliser ce qu'ils ont en tête. Comme moi j'ai toujours fait ça, j'ai des idées en tête. Du coup, je les réalise et là on va faire la même façon sur la fresque. On est en train de faire une fresque pour représenter l'accès à l'éducation. On est en train de dessiner des stylos, des crayons, des trousses, des gommes, des écoles et des livres. On va mettre ce qu'on a dessiné sur les feuilles, par exemple des ciseaux, des règles, des globes ou des trousses. Et c'est très important pour eux. Alors je souhaiterais qu'à travers la réalisation de cette fresque, tous les élèves de cette école et de tous les élèves qui vont nous regarder puissent s'approprier cet espace et leurs droits fondamentaux en matière d'éducation. Les nuits de la lecture s'invitent dans la ville de Basse-Terre. Ce jeudi 23 janvier, les élèves du lycée Raoul-Georges Nicolo ont présenté la restitution de plusieurs mois de travail. Sur le site de la distillerie Bologne, ils ont déclamé textes, poèmes et chansons sur le thème des patrimoines. Un moyen de se rapprocher de la lecture à l'heure où le digital est omniprésent. Un reportage d'Olivier Félix. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Les Nuits de la lecture, c'est une manifestation qui a été créée en 2016 par le ministère de la Culture. Et nous, au lycée, depuis le Covid, nous avons décidé de faire nos élèves participer à cette manifestation parce qu'il nous semble important qu'ils puissent s'exprimer, lire, dire et goûter au plaisir de lire, tout simplement. Fier de la performance de nos élèves qui, en début d'après-midi, avaient une appréhension. Finalement, il y a eu des répétitions et finalement, ce soir, ça s'est très bien passé. Ils se sont bien exprimés, ils ont écouté les conseils prodigués par un professeur de voix, leur professeur de français, qui les a préparés pour cette nuit de la lecture, une lecture vivante d'œuvres d'écrivains caribéens et européens.
et je suis très satisfait. C'est toujours un peu compliqué, c'est un pari. Vous prenez des jeunes, on vous dit vous avez 2 mois, qu'est-ce que vous pouvez faire en 2 mois? On veut les préparer à l'expression. Pour pouvoir prendre la parole de novembre à janvier, il faut qu'ils puissent prendre la parole et de surcroît lire. Un exercice qui est très compliqué pour les jeunes adolescents d'aujourd'hui, eux qui sont habitués aux tablettes et au frottement, etc. Donc, on sait qu'il y a un début, une fin, entre les deux, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, c'est une grande écoute, les écouter, savoir par quel biais on va prendre le schmilblick. Et si on les écoute bien, c'est vrai que c'est compliqué, mais si on les écoute bien, c'est eux qui nous donnent les pistes pour les accompagner. Et ils sont tellement pleins de potentiel et ils ont tellement de capacités à l'intérieur. Il s'agit de les mettre en contact avec tout ça et d'aller remuer tout ça pour en sortir, comme on dit, la substantifique moelle. Je tiens vraiment à remercier chaleureusement les responsables de l'habitation Bologne, puisque cette année, la thématique des Nuits de la Lecture, ce sont les patrimoines. Et si en Basse-Terre, et notamment dans le quartier de Rivière-des-Pères, où implanté le lycée Raoul Georges Nicolo, il y a un lieu de patrimoine, c'est bien celui-là. Donc un grand merci à toute l'équipe qui était extrêmement attentive et qui a su répondre à tous nos desiderata et mettre le lieu magnifique à notre service. On y a adhéré parce que justement on est sur un site du patrimoine vivant de Basse-Terre, distillerie Bologne qui office depuis le 19e siècle. Donc c'est toujours le patrimoine vivant et on est heureux d'avoir pu participer à cette nuit de la lecture avec les lycéens de Georges Nicolo. Et effectivement, ça nous a vraiment tenu à cœur et aujourd'hui, je crois qu'on ne le regrette pas et qu'on en est bien, on en est content, on en est très fiers même. Qui remportera le titre de champion de ball trap? Autrefois appelé tir au pigeon d'argile, la pratique fait encore des adeptes en Guadeloupe. Ce vendredi 24 janvier a démarré la compétition internationale de tir au plateau au Ball Trap Club de la Madeleine à Baie-Mahault. Pendant 3 jours, les meilleurs tireurs du monde s'affronteront lors de différentes manches pour tenter de repartir avec le trophée du vainqueur. Un reportage de Maxime Morel. Aujourd'hui, nous avons la compétition des internationaux de la 22e édition des internationaux de fosse universelle qui se déroule donc du 24 au 26 janvier. Donc nous avons une 50aine de participants aujourd'hui. Pour le grand public qui ne s'y connaît pas, c'est du tir au plateau sur des plateaux d'argile. Donc nous avons 8 parcours durant tout le week-end. Un parcours est composé de 25 plateaux à tirer. Donc il faut effectivement tenter de faire 25 sur 25. Aujourd'hui, nous avons de très bons tireurs de la métropole, d'Italie, de la Guyane, de la Martinique et nos tireurs locaux de Guadeloupe. Donc espérons que chacun puisse tirer son épingle du jeu et remporter la belle coupe à l'arrivée dimanche. Là ce matin, on est bien, on a bien dormi. On a pris un départ moyen. Je viens de prendre un départ moyen en faisant un 23 sur 25. C'est pas mal, mais bon, il y a encore 3 séries à réaliser. C'est toujours bien de commencer une saison dans des bonnes conditions où dans la métropole on tire avec des chaufferettes et des kiawais. Et là, on est vraiment à l'aise pour commencer la saison, quoi. Oui, il y a du niveau. On a Monsieur Georges Narodou, c'est un grand tireur chevronné de la métropole. Il tire sur ma planche en plus, alors donc je pense que la bataille sera rude ce week-end, quoi. On verra ça que ça va donner dimanche. Le niveau monte de plus en plus. Il y a des métros qui viennent et qui aident un peu les Guadeloupéens à performer de plus en plus. Donc c'est très intéressant, la compétition est intéressante. Donc l'objectif, c'est toujours gagner. Aujourd'hui, je fais mon possible pour ramener le titre à Martinique. O News Radio sur outremernews.fr.